Bonjour, bienvenue pour cette séance de travaux dirigés que nous allons la consacrer à un exercice sur les transmissions sous-marines par ondes électromagnétiques radio. C'est-à-dire nous allons étudier la faisabilité d'une transmission sur un milieu qui est l'eau de mer en utilisant des ondes électromagnétiques dont la fréquence appartient à la bande radio. Donc voilà l'énoncé. Donc, le plan X, O, Y, c'est un plan qui sépare deux milieux qui sont linéaires, homogènes, isotropes. D'accord? Nous allons en quelque sorte détailler ces trois propriétés dans un exercice précédent. Donc, les deux milieux, ils ont des natures différentes, c'est-à-dire que le milieu 1 est l'air d'indice de réfraction N1, qui se trouve dans la partie Z négative, et le deuxième milieu est l'eau de mer d'indice de réfraction N2. Bon, regardez bien, c'est que j'ai utilisé l'indice de réfraction en notation complexe pour le deuxième milieu qui est l'eau de mer, parce qu'on va voir que c'est un milieu qui est en quelque sorte un milieu complexe. D'accord? Par conséquence, son comportement va dépendre étroitement de cet indice de réfraction. Vous allez voir que deux comportements, soit c'est un milieu diélectrique, soit c'est un milieu conducteur. Par conséquent, l'eau de mer est un milieu, on va dire, il est complexe et sera caractérisé par l'indice de réfraction N2. L'eau de mer est un milieu neutre, d'accord, rendu conducteur par la salinité. Et pour les fréquences hertziennes, la permittivité relative de l'eau de mer et sa conductivité électrique sont celles des régimes quasi statiques. Des grandeurs réelles positives de valeur epsilon R et conductivité, sa perméabilité est mu0. Bon, la première question, c'est écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer, d'accord, et en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique. Montrer que si le champ E est associé à une onde électromagnétique qui est plane, progressive, monochromatique, avec un terme de phase en exponentielle, on peut, dans ce cas-là, définir un indice de réfraction complexe. On demande d'exprimer cet indice de réfraction en fonction des données suivantes. Par la suite, calculer numériquement les parties réelles et les parties imaginaires de n au carré. D'accord? En déduire l'expression de n. Maintenant, une onde qui se propage d'une manière normale, perpendiculaire à la surface de séparation, dans le sens positif, on demande sur quelle distance delta, c'est la distance c'est une profondeur de pénétration de l'onde dans l'eau de mer, on appelle aussi l'effet de Pau, se propage-t-elle avant que l'amplitude de ces champs soit réduite d'un facteur E. Donc ça, c'est la définition de l'effet de Pau. L'effet de Pau, c'est une distance à travers laquelle l'amplitude du champ est réduite d'un facteur E. Quelle est sa vitesse de phase? D'accord? Et par la suite, une onde plane progressive incidente, d'accord? Incidente, il se propage dans le milieu 1, il est polarisé, elle rencontre, on va dire, la surface de l'eau de mer, et elle va donner naissance à une onde réfléchie et une onde transmise. Voilà le schéma. Donc on suppose que le champ EI a cette expression, le champ E transmis
et le champ réfléchi en fonction des coefficients de transmission et du coefficient de réflexion. Donc, chose que nous avons déjà vue dans l'exercice précédent. R et T désignent les coefficients de réflexion et de transmission. Donc la cinquième question, pourquoi les pulsations des ondes incidentes réfléchies et transmises ont les mêmes fréquences? Calculer les champs magnétiques en notation complexe pour les trois ondes. On demande d'écrire les équations de continuité en absence de courant et de charge. Et en déduire par la suite les expressions de R et de T en fonction de N1 et de N2. Déterminer la valeur moyenne des vecteurs de Poynting, puis donner l'expression des facteurs de réflexion et de transmission en énergie et l'interface sur l'interface en fonction de N1 et de N2. Et pour terminer, une application numérique. Pour la première question, écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer, en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiées par le champ électrique. Donc notre milieu d'étude est l'eau de mer. Donc avant de donner on va dire, les équations de Maxwell, on va essayer de voir que la densité de charge volumique, d'accord, pour l'eau de mer, elle est nulle. Et pour cela, c'est-à-dire ça va nous aider à avoir une équation de Maxwell où il n'y a pas de terme ρ, la densité de charge volumique. Donc, on va commencer notre étude par l'équation de la conservation de la charge, d'accord, qui est un principe physique très, très connu. Il exprime que la charge électrique d'un système isolé ne varie pas, d'accord. Elle ne peut être qu'échangée avec un autre système, mais ni créée ni annulée. Ça reste la même, sauf que il est en échange avec un autre système. Donc voilà l'équation de la conservation de la charge, la divergence de J plus la dérivée de la densité volumique de charge par rapport au temps égale à 0. Donc ça, c'est une équation très connue en physique. Donc on va utiliser la loi locale d'Ohm, cette deuxième loi. Donc cette loi, c'est que le courant, la densité de courant, c'est la conductivité fois le champ E. On a utilisé cette propriété dans les exercices précédents, surtout au niveau du métal, pour montrer que le champ sur le métal, les champs sur les métals, ils sont nuls. Hein, lorsqu'on étudie la propagation des ondes en présence d'un métal parfait, cette relation nous a aidé à montrer qu'il n'y a pas de champ sur le métal. Et par conséquent, le champ électrique, le champ magnétique au niveau du métal sont nuls. Donc cette équation locale d'Ohm, on va l'utiliser ici. On va remplacer J par son expression. Comme gamma elle est constante, on va la faire sortir de la divergence, ce qui va rester, et on va utiliser cette équation normalement de Maxwell. D'accord? On va utiliser également cette équation de Maxwell. De Maxwell-Gauss. Donc on va prendre divergence de E, et ben on va la remplacer plutôt par ce terme-là. On va se retrouver finalement avec une équation qui ne dépend que de ρ, sa dérivée par rapport au temps, et des autres constantes. Donc j'essaie de me mettre cette équation sous une forme appropriée pour qu'elle soit une équation, on va dire, différentielle, apparente. Voilà. Donc j'ai laissé un terme d'un côté et l'autre terme de l'autre côté. Et voilà. Voilà, c'est une forme où il y a une dérivée du temps
une dérivée de ρ, et ça va nous aider par la suite à appliquer l'intégrale. Donc j'intègre les deux. Lorsque j'intègre les deux, l'intégrale moins ρ sur epsilon 0 t de t, ça va nous donner moins gamma sur epsilon 0 t plus une constante égale à log de ρ. Et log de ρ, j'applique l'exponentielle. Voilà. Avec l'exponentielle de la constante. C'est une nouvelle constante. Et si on veut déterminer la constante, on va appliquer la condition initiale, c'est que ρ à l'instant t égale à 0, c'est ρ0. Voilà. Bon, si je calcule ce terme gamma sur epsilon 0, regardez, gamma c'est 4 Siemens par mètre, epsilon 0, c'est ça son expression, on trouve 144 pi 10 à la puissance 9. Donc c'est un terme très très grand. Et par conséquent, puisque il y a l'exponentielle de moins, donc on aura un terme très très faible. D'accord? Et par conséquent, très très faible, c'est-à-dire que ça va tendre vers 0. Donc le résultat, c'est que dans un milieu qui est l'eau de mer, la densité de charge volumique, elle est nulle. C'est pour cela que j'ai dit que dans l'énoncé, c'est un milieu qui est neutre. D'accord? C'est un milieu qui est neutre, c'est-à-dire sa densité de charge volumique, elle est égale à 0. Donc, puisque nous avons trouvé que la densité de charge dans ce milieu, qui est un milieu neutre, égale à 0, on peut maintenant écrire notre première équation de Maxwell, flux, d'accord? La deuxième équation de Maxwell-Faraday, l'équation de Maxwell-Gauss, d'accord? Où la densité de charge elle est égale à 0. Donc, puisque le milieu est un milieu qui est linéaire, homogène, isotrope, donc le vecteur excitation du champ électrique et le champ électrique, ils sont reliés par cette relation, par une équation linéaire, où le epsilon constitue la permittivité absolue, qui est le produit de la permittivité du vide fois celle relative. Et par conséquent, on a la troisième équation de Maxwell, c'est à partir de celle-là, la divergence de E égale à 0. Et puis la dernière équation, il faut juste ajouter le terme epsilon R. Si on est dans le vide, on doit le supprimer, on doit le mettre égal à 1. Et comme nous sommes dans un autre milieu, qui est l'eau de mer, on doit multiplier avec cette permittivité. Donc voilà finalement les 4 équations de Maxwell. Flux, Faraday, Gauss et Ampère. Maintenant, quelle est l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique? Donc, je prends l'équation 2 et je lui applique l'opérateur rotationnel. Donc, c'est le rotationnel du rotationnel qui est le rotationnel de cette dérivée par rapport au temps du champ B. Donc, par définition, rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien de E. Et là, je peux changer
entre l'opérateur rotationnel qui est un opérateur spatial et la dérivée par rapport au temps qui est un opérateur temps. Donc je peux faire l'échange entre les deux. Ça va nous donner la dérivée par rapport à t du rotationnel de B. Comme la divergence de E ici, il est égal à 0, on va appliquer également cette équation dans ce terme ici. Ça va nous donner moins le Laplacien égale à moins la dérivée du rotationnel de B qui est cette quantité-là. Et je remplace le J par gamma E. Voilà, donc cette équation-là, je vais remplacer J par gamma E. Et voilà, on essaie de faire apparaître les différentes dérivées. Donc, mu0 epsilon 0, c'est 1 sur c au carré. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec une équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ E. Donc, c'est une équation qui est ni équation de propagation, parce que l'équation de propagation, il n'y a pas ce terme, la dérivée simple. Donc, on va discuter cette équation numéro 5. Donc, le premier cas, d'accord, puisque j'ai deux termes, j'ai un terme gamma qui prouve ou bien qui représente un milieu conducteur. On va discuter le premier cas, dans le cas où le milieu il est non conducteur, et le deuxième cas, c'est lorsque le milieu il est conducteur. Donc si je prends un milieu qui est non conducteur, gamma tend vers 0, on va se retrouver avec une équation simple, numéro 5, et c'est une équation de propagation. Mathématiquement, on l'appelle une équation de d'Alembert. Donc les équations de d'Alembert, ce sont des équations qui vérifient cette équation de type laplacienne de x moins 1 sur taux, taux il est positif, donc là c'est un terme positif, et la dérivée d'ordre 2 de x égale à 0. Donc c'est une équation qui s'appelle en mathématiques l'équation d'Alembert, et le Laplacien avec ce terme de dérivée avec la constante, on l'appelle l'opérateur d'Alembertien. Donc ça c'est déjà vu dans le chapitre relatif aux équations à la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc deuxième cas, lorsque le milieu il est conducteur. C'est-à-dire ce terme-là, il existe, et même il domine ce terme-là. Donc le résultat, c'est que on néglige le terme en epsilon r, et on se trouve avec une équation de type 5 secondes. Et ça, c'est une équation de diffusion. Pour les gens on va dire, qui s'intéressent au transfert thermique, énergétique, ils utilisent cette relation. Donc, finalement, cette équation numéro 5, selon les cas, soit c'est une équation de propagation, soit c'est une équation de diffusion. Donc, si je prends l'équation du 5, on va voir un premier terme qui est le courant de conduction, le mu0 fois gamma fois, fois ça, c'est un courant de conduction, et ça, c'est un courant de déplacement. Donc, nous avons montré que, d'après ces approximations, que soit on a l'équation 5', soit on a l'équation 5 secondes. C'est-à-dire que
selon le cas où ce terme de courant en conduction domine ou non. S'il domine, ce terme-là, il est négligeable. On va se retrouver avec une équation de diffusion. Sinon, on va se retrouver avec une équation de type de d'Alembert. Donc finalement, c'est une sorte de compétition entre le courant de conduction et le courant de déplacement au niveau de l'équation de Maxwell-Ampère. Dans l'équation de Maxwell-Ampère, comme nous avons vu dans le chapitre sur les équations de Maxwell-Ampère, sur les équations, il y a une équation qui s'appelle l'équation de Maxwell-Ampère où il y a deux courants. Un premier courant qui s'appelle le courant de conduction et le courant de déplacement. Donc, montrer que si le champ E est associé à une onde électromagnétique plane progressive monochromatique avec un terme de phase exponentielle, on peut définir un indice de réfraction complexe. Exprimer cet indice de réfraction en fonction de epsilon 0, epsilon r, gamma et oméga. Je prends l'équation 5 et je remplace E par cette expression, vu que le champ E, c'est un champ associé à une onde qui est monochromatique. Il est plane, il est progressif, il est monochromatique. Et donc ce terme-là de phase, il est là. Et il existe même au niveau du champ B. Donc si je dérive une forme complexe par rapport au temps, c'est comme je multiplie par I oméga. Une dérivée d'ordre 2, c'est comme je multiplie 2 fois par I oméga. Donc c'est I oméga au carré. Donc, ici, je dérive par rapport au temps, comme j'ai dit, voilà le résultat. Reste la dérivée ou le Laplacien. Pour le Laplacien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la dérivée par rapport à x, par rapport à x deuxième fois, par rapport à y deuxième fois, et ainsi de suite. Et pour faire cette opération, il faut écrire bien E comme un vecteur composé de EX, EY, EZ, et on peut montrer ça. Donc finalement, si je remplace chaque dérivée par, par ces expressions-là, je remplace la première dérivée, le Laplacien par ce terme-là, la première dérivée par ce terme-là, la deuxième dérivée par ce terme-là, on va se retrouver avec cette équation. Je factorise avec le E. Voilà, je continue. Et comme le E il est différent de 0, donc ce qui est entre parenthèses tend vers 0. Voilà, je continue. Donc on voit clairement d'après cette écriture que le cas, il est complexe. Un K carré égale à une partie imaginaire là. Vous avez un nombre complexe ici. Donc, il n'y a pas ce 0, pardonnez-moi, il n'y a pas ce 0 ici. Hein, il y a pas de, donc on a K carré égale à ce terme-là, et on s'arrête là. Donc K, il est complexe. Donc qui dit K complexe, forcément c'est que l'indice de réfraction, il est complexe. Parce qu'il y a une relation entre l'indice de réfraction et la constante de propagation, qui est la suivante. Donc K carré, c'est N carré, on demande le N carré. Donc là, je poursuis le calcul. Je veux N carré. Donc voilà N carré égale à C carré. J'ai remplacé K carré par son expression. D'accord? Je continue le calcul. En utilisant cette relation, ça va nous donner que, voilà, N au carré, c'est epsilon R moins I gamma sur epsilon 0 par oméga. Donc voilà l'indice de réfraction. D'accord? N au carré. La question demandée. Donc voilà, on va dire la question 2.
Bon, en fait, c'était pas une question d'exprimer l'indice de n, mais plutôt d'exprimer l'indice n au carré. Donc là, et même au niveau de l'énoncé, il faut mettre n au carré. Donc ici, on demande de calculer l'indice n au carré. Parce que si on veut calculer l'indice, il faut faire une racine. Et la racine, c'est un nombre, d'un nombre complexe. Donc là, il faut faire quand même quelques modifications pour avoir l'indice de réfraction dans sa forme, on va dire, complexe. Donc, calculer numériquement les parties réelles et les parties imaginaires, voilà. Donc on est dans le cadre de n au carré. Donc, calculer numériquement les parties réelles et les parties imaginaires de n au carré et en déduire l'expression de n, voilà, en fonction de ce terme-là de epsilon 0 oméga sur gamma. Donc, puisque c'est une transmission sous-marine utilisant des ondes radio de fréquence maximale 100 MHz, donc on est dans le cas où la fréquence est inférieure ou égale à 100 MHz. Donc, à la limite, cette fréquence peut atteindre la valeur maximale qui est 100 MHz. Donc, la partie réelle de n au carré, si je prends l'expression de n au carré, il y a un terme réel et un terme imaginaire. Donc le terme réel, c'est epsilon r, c'est 81, et la partie imaginaire, c'est ça, gamma sur epsilon 0 fois oméga. Donc, puisque la fréquence est inférieure à 100 mégas, en termes de pulsation, oméga sera inférieur à 2pi fois 100 mégas. L'inverse, puisque on a ici l'inverse, donc 1 sur oméga, il est supérieur ou égal à 1 sur 2pi fois 100 mégas, reste à multiplier par epsilon 0, et avec le gamma. Gamma au numérateur, epsilon au dénominateur, donc ce terme-là, il est supérieur ou égal à ça. Donc chaque couleur représente un terme. Donc je calcule, voilà. Donc gamma, la partie imaginaire de n au carré, elle est supérieure ou égale à 720. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que gamma sur oméga epsilon 0, il est très très grand par rapport à epsilon r. Et ça, si je regarde ça, ce terme-là, ce n'est que le terme de conduction. Ce n'est que le courant de conduction. Et epsilon r, c'est un terme de courant de déplacement. D'accord? On va voir ça. Et on va voir que cette comparaison, c'est comme je compare entre un terme de conduction et un terme de déplacement. Donc, regardez mon point de départ pour retrouver ça. Donc, si je dis que le courant de conduction, il est grand par rapport à déplacement, je vais remplacer chaque terme par son expression. Le courant de conduction, c'est gamma E. Le courant de déplacement, c'est ça. La dérivée par rapport à T, c'est J oméga. Voilà. Je simplifie avec E. Donc, E, il est non nul. Donc, gamma supérieur à epsilon 0 oméga. Sauf qu'ici, si je multiplie, si je fais sauter, donc là, puisque nous sommes dans le vide, enfin dans l'eau de mer, il faut aller multiplier avec epsilon r ici. Donc on aura ici epsilon r, et là on aura epsilon r. Et donc si je mets gamma sur epsilon 0 oméga, ça sera supérieur à epsilon r. D'accord? Donc voilà l'approximation. Donc finalement, cette approximation qui est devant vous, c'est comme je néglige le courant de déplacement devant le courant de conduction. Donc ce que vous devez faire, aller dans cette expression, multiplier avec le epsilon r ici, également ici,
également ici, pour retrouver cette équation. Donc le fait de dire que gamma sur epsilon 0 fois oméga supérieur à epsilon r, c'est un résultat d'une comparaison entre un courant de conduction et un courant de déplacement. Donc une onde se propage d'une manière normale, perpendiculaire à la surface de séparation entre l'air et l'eau de mer, dans le sens des aides positives. Sur quelle distance delta, effet de Paul, se propage-t-elle avant que son amplitude ne soit réduite d'un facteur E? On demande de calculer sa vitesse de phase. Donc, puisque l'onde se propage dans le sens des aides positives, donc ça c'est dans l'énoncé. Donc E et B, ils ont cette formule-là. Donc c'est un terme de phase qui représente le fait que l'onde se propage dans le sens des aides positives et c'est une on va dire c'est une transmission ou c'est une réflexion normale. D'accord? Donc, si je prends l'expression précédente de k carré, on doit négliger ce terme-là, epsilon r. Ça reste k carré égale à moins gamma mu 0 j oméga. Donc le k, il est plus ou moins la racine. D'accord? Je laisse la racine de moins j seul, parce que le reste c'est positif. D'accord? Et je profite de cette relation, racine de moins j, c'est moins j à la puissance 1 demi, et moins j, c'est cos pi sur 2 moins j sinus pi sur 2 à la puissance 1 demi, c'est cos pi sur 4 moins j sinus pi sur 4, ça donne racine de 2 sur 2 moins j racine de 2 sur 2, et c'est 1 sur la racine de 2 moins j, 1 sur la racine de 2. Donc je vais remplacer racine de moins j par cette expression. Voilà. Donc k égale à plus ou moins cette quantité. Et je mets la racine de 2 ici. Donc ça nous donne plus ou moins 1 moins j, la racine de gamma mu 0 oméga sur 2. Je la mets encore sous une autre forme. Voilà. Et j'appelle ça le delta. C'est ce qu'on appelle l'épaisseur de peau. Alors l'épaisseur de peau, il dépend généralement de la conductivité et de la fréquence. Donc, lorsque la fréquence augmente, l'épaisseur de peau diminue. Lorsque la conductivité augmente, l'épaisseur de peau diminue. Donc, je peux développer encore l'épaisseur de peau et je simplifie avec 2. Voilà. Maintenant, voici l'expression de E et du champ B. J'ai le vecteur K. Ça, c'est normalement, c'est un champ qui est dans le milieu l'eau de mer. D'accord? Par défaut, c'est un champ transmis parce que la transmission se fait dans le milieu eau de mer. Donc, K égale à plus ou moins 1 moins J sur delta. Et là, on est devant le choix. Est-ce qu'on va choisir le signe plus ou bien le signe moins? Donc, on peut faire un petit raisonnement. On adopte dans un premier tour le signe moins et le signe plus. On va voir dans chaque cas et la faisabilité. Donc, le premier cas, si je prends le signe moins, c'est-à-dire que le K égale à moins 1 moins J sur delta. Je remplace dans l'expression du champ E le K par sa valeur. Voilà, j'ai E et B. Donc, j'essaie de laisser le terme qui ne dépend pas de J. Donc, il y a un J avec le J, c'est moins, avec le moins, c'est plus. Voilà. De même ici. Donc, je laisse ce terme-là de côté.
D'accord, je laisse ce terme-là de côté. Donc c'est un terme, on l'appelle amplification, parce que lorsque Z augmente, ce terme-là, il est en progression, il augmente aussi. D'accord? Donc ce terme-là, ça va entrer avec, on va le considérer comme un terme d'amplitude. Donc l'expression de E, il y a le terme de phase, et pousser ce terme-là qui apparaît, ça sera considéré comme une amplitude. Donc si je prends le signe plus, je fais la même chose, la même chose, la même chose. Donc cette fois-ci, j'ai un terme en exponentiel. D'accord? Donc si Z augmente, le terme là va diminuer. Donc, c'est-à-dire que ici, dans ce cas-là, lorsque l'onde se propage dans le milieu haut de mer, l'amplitude augmente. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse. L'amplitude diminue. Et je crois que ce cas-là n'a pas d'existence, n'est pas logique, parce que lorsque l'onde se propage dans un milieu, elle va subir un affaiblissement, un amortissement. Donc le signe moins, je le vois illogique de le garder. Donc on va trancher pour avoir le signe plus, étant donné que c'est un signe qui va correspondre à un amortissement, c'est-à-dire que l'amplitude E0 initiale, avec ce terme-là, ça va produire un affaiblissement, un amortissement. Et donc ça, c'était le seul cas pour trancher sur le choix entre le signe moins et le signe plus. Donc delta, comme je l'ai dit, ça s'appelle la profondeur de pénétration. Donc passons maintenant à, à quelques applications. Donc pour la fréquence 100 mégas, ça correspond à une longueur d'onde de 3 mètres et à une épaisseur de peau de 2,5 cm. Si je prends une fréquence basse, relativement basse par rapport à la précédente, ça correspond à une longueur d'onde très grande et une épaisseur de peau relativement importante. Donc c'est clair, c'est que au fur et à mesure que la fréquence augmente, l'effet de peau euh, diminue et donc l'onde a du mal à pénétrer dans le milieu. Donc ça on appelle profondeur de pénétration. Vitesse de phase. Donc la vitesse de phase d'une onde, c'est la vitesse à laquelle la phase de l'onde se propage. On a déjà donné ces relatifs au plan d'onde. D'accord? Donc la vitesse de phase, c'est la vitesse de déplacement de l'onde. Dans le cas où le vecteur de propagation il est réel, dans la vitesse de phase, ça sera oméga sur k. Mais dans le cas où il est complexe, ça sera vitesse de phase, c'est oméga sur le réel de k. Alors, si je prends les expressions du champ électrique et du champ magnétique, voilà le terme de phase. Et ça, ce sont des termes d'amplitude. Donc c'est la phase de l'onde électromagnétique transmise, d'accord, moins z sur delta. Donc la vitesse de phase, c'est la vitesse de déplacement d'un plan d'onde, ou bien un plan équiphase. C'est un plan qui possède une phase et des constantes. Je dérive la phase, elle est égale à 0, et je dérive la phase, c'est-à-dire je dérive le temps et je dérive l'espace. Oméga et le delta sont indépendants ni de temps ni de l'espace. Et comme la vitesse, c'est une distance sur le temps, c'est d2z sur d2t, et je remplace d'ici, ça ne donne que delta oméga. Application numérique pour une fréquence
élevé, 100 mégas. La vitesse de phase, il est donnée par cette expression. Comme delta il est 2,5 cm, donc ça donne une vitesse de 2,610 à la puissance 7. Si je fais la même chose pour la fréquence basse, je fais la même chose, la vitesse, ça me donne 1,110 à la puissance 6 mètres par seconde. Donc pourquoi les pulsations des ondes incidentes réfléchies ont les mêmes fréquences? Donc, si je prends le cas des deux milieux, séparés par une interface, où l'onde arrive d'une manière normale, l'onde réfléchie normale, l'onde transmise normale. Donc pourquoi oméga i, oméga r, oméga t sont égales? Parce que les relations de passage que nous avons établies sur l'interface, ce sont des relations qui sont vérifiées, quel que soit le temps. Donc, par conséquence, ils ont la même dépendance temporelle, et qui dit même dépendance temporelle, dit même dépendance fréquentielle. Et une autre explication, c'est que l'onde incidente arrive avec une fréquence, elle va trouver une interface qui ne bouge pas, d'accord? Le résultat, c'est que on aura une onde réfléchie avec la même fréquence et une onde transmise avec la même fréquence. Donc, quand est-ce que la fréquence change? C'est lorsqu'on est en présence de l'effet de Doppler. C'est-à-dire l'onde incidente arrive avec une fréquence, elle va frapper un obstacle en mouvement, et le résultat, c'est l'apparition d'une onde réfléchie avec une nouvelle fréquence différente de celle incidente. Donc ici, l'explication, c'est que les relations de passage que nous avons établies tout au long des chapitres précédents sont toujours valables, quel que soit le temps, bien évidemment sur l'interface repérée par ici x quelconque, y quelconque, z égale à 0. Donc ce sont des relations valables quel que soit le temps, donc ils ont même dépendance temporelle et même dépendance fréquentielle, et le résultat c'est qu'ils ont les mêmes pulsations. Donc donner les expressions de K1, K2, K1 dans le milieu N1, K2 dans le milieu N2. Le milieu 1, c'est l'air, donc l'indice de réfraction il est réel. Donc on utilise des relations qu'on sait, qu'on connaît. Donc K égale à N1 oméga sur C. L'eau de mer est un milieu qui a un indice de réfraction N2 complexe. Donc K2, ça sera N2 oméga sur C. Donc calculer les champs magnétiques incidents réfléchis transmis. Donc en incidence nulle, les vecteurs KI et les vecteurs KR et les vecteurs K2 transmis, ils sont dirigés suivant l'axe de Z plus ou moins. Donc le cas de l'onde incidente, il est suivant l'axe des Z positifs. L'onde réfléchie, elle est suivant l'axe des Z négatifs. Mais comme on est dans le même milieu, donc en termes de modules, les deux ondes, ils ont les mêmes amplitudes, et cette amplitude, on l'a noté K1. D'accord? Donc dans le milieu 1, où il y a les deux ondes incidentes et réfléchies, on est dans le même milieu, on a la même vitesse de propagation de l'onde, et par conséquent, on a le même vecteur de propagation en module. Pour l'onde transmise, l'onde elle est transmise toujours de la même manière normale, suivant l'axe des Z, sauf que son vecteur d'onde il est complexe. Il est complexe. Ceci va nous aider à déterminer les champs magnétiques incidents, réfléchis et transmis. On a EI, on étudie cette propriété de l'onde plane progressive, ça va nous aider à déterminer le champ magnétique incident. Donc il suffit juste de faire le calcul en remplaçant K1 N1 oméga sur C, et avec ce calcul-là, on obtient l'expression du champ magnétique incident. De même, pour le champ réfléchi, on étudie cette propriété
du champ réfléchi dans l'énoncé. Le KR et c'est moins KR module UZ. Quand KR c'est K1, c'est N1 oméga sur C. On va utiliser également la propriété de l'onde. Ça nous donne PR. Il suffit de faire deux calculs. Et pour le champ transmis, on fait la même chose. Et on trouve le champ B transmis. Bon, nous allons maintenant faire une représentation graphique des trois ondes, mais dans une vue de 3D. Donc, j'ai représenté les deux milieux, 1, 2, de caractéristiques différentes. N1, on a montré qu'il est réel, enfin, il est toujours réel, c'est de l'air. N2, il est complexe. Et puis, vous avez l'interface qui sépare les deux milieux. Donc, regardez, l'interface, il est représenté géométriquement par X, Y quelconque, d'accord? Mais Z, il est égal à 0. Donc, si vous prenez n'importe quel point sur l'interface, n'importe quel point, vous allez voir que ce point-là est caractérisé par une certaine valeur de X, une certaine valeur de Y, mais Z, il est toujours égal à 0. Donc, nous avons déjà fait le calcul des ondes incidentes avec ces trois composantes, le vecteur d'onde incident, le champ électrique incident, le champ magnétique incident. On va les représenter. On va représenter les trois vecteurs associés à l'onde incidente. Donc KI est le suivant de l'axe des Z, d'après cette expression. UI est le suivant UX. Voilà. Et le B est le suivant UY. Donc l'onde incidente va rencontrer l'interface. Le résultat, c'est une onde réfléchie, caractérisée par le vecteur KR dans le sens inverse du vecteur incident, avec son champ réfléchi et avec le champ magnétique réfléchi. Donc avec les trois vecteurs, je peux représenter l'onde réfléchie. Je commence par le vecteur KR, il est dans le sens inverse de KI. Le ER, il est dans le même sens que EI. Et le BR, il est dans le sens inverse de I. Donc c'est moins UY. Donc la troisième onde qui entre en jeu, c'est l'onde transmise, caractérisée elle aussi par les trois vecteurs, vecteur d'onde transmis, le vecteur de l'onde transmise, ou le vecteur d'onde, le champ transmis électrique, le champ transmis magnétique, et je les représente. K de T, il est dans le même sens que Z, E de T suivant UX, et B de T est le suivant Y. Donc écrire les équations de continuité des champs, c'est-à-dire les relations de passage, en absence de courant surfacique. On n'a pas de charge surfacique parce que déjà le milieu il est neutre, la densité de charge volumique il est nulle, donc il n'y a pas de densité surfacique de charge. Et en déduire les expressions des coefficients de réflexion petit r, petit t, ce sont des coefficients de réflexion complexes en fonction des indices N1 et N2. Alors la première chose, c'est d'écrire les équations de passage sur l'interface x quelconque, y quelconque, z égale à 0. Donc ce sont des relations qui sont établies quel que soit x, quel que soit y, quel que soit le temps, et pour z égale à 0. Donc là, j'ai mis en bas les différentes expressions des différents champs, d'accord, parce qu'on va les utiliser. Donc je prends l'équation de Maxwell-Flux, ça nous donne une composante normale, d'accord. La deuxième relation de Maxwell-Faraday, ça nous donne une composante tangentielle entre le milieu 2
et le milieu 1, entre le 2 et le 1, divergence de E, ça va nous donner une composante normale entre 2 et le 1, et finalement, la troisième composante, c'est rotationnelle de B égale à ce terme-là, ça nous donne des composantes qui sont tangentielles. D'accord? Donc voilà les quatre équations de Maxwell et leur, on va dire, leur composante normale tangentielle. Maintenant, la normale est suivant l'axe des Z. La normale elle est suivant l'axe de Z. Donc, B2 normale, c'est B2Z égale à B1Z. Tangentielle, ça doit nous donner deux composantes. Suivant X, suivant Y. La divergence, ça va nous donner une seule composante, suivant Z. Mais la dernière équation, ça va nous donner deux composantes. Et il suffit de voir ici les différentes composantes. Par exemple, si je prends l'expression du champ B incident, il n'y a pas de composante X, il n'y a pas de composante Z. Il faut juste voir ici. Donc, il y a les différentes composantes ici, des expressions. Il suffit juste de remplacer tout d'abord le 1 et le 2 par ces équivalences. 1, c'est l'air. Donc, dans le 1, vous avez deux champs incident et réfléchi. Le 2, c'est pour la partie transmission. Donc, il y a un seul champ. Donc, B transmis Z, c'est B incident Z, plus B réfléchi Z. De même pour le champ E. De même pour le champ E de Z. De même pour le champ B2 X et B2 Y. Bon, si je prends le champ B, regardez, le champ B incident, B réfléchi, B transmis, il n'y a pas de composant suivant Z. Donc, cette première équation, ça nous donne 0 égale à 0. Je passe à la deuxième équation. E transmis de X. On a des termes. Donc, le terme en exponentiel, le Z tend vers 0. Qu'est-ce qui va rester? Exponentielle J oméga de T qui va se simplifier partout. Donc on aura cette expression. La troisième équation, suivant Y, on n'a pas de composant suivant Y. Donc ça nous donne 0 égale à 0 plus 0. E de Z, également, on n'a pas de composante du champ électrique suivant Z. Pour le champ, il y a une seule composante suivant Y, donc il n'y a pas de composant suivant X. Et la dernière équation, on va juste remplacer le B transmis, voilà, et je simplifie avec les termes exponentiels, avec la célérité, avec le E0, ça nous donne cette deuxième équation. Donc je prends les deux équations, 1, grand 1 et grand 2, et grand 1, je vais simplifier avec E0, ça nous donne que T égale à 1 plus R, et je vais l'injecter ici, c'est-à-dire N2 facteur 2, N2 facteur de 1 plus R égale à N1 moins N1R. Donc là, j'ai que le coefficient de réflexion qui apparaît. Je factorise et voilà le résultat, le coefficient de réflexion. N1 moins N2 sur N1 plus N2. Donc pour le coefficient de transmission, j'applique cette relation, je remplace, je calcule cette somme, voilà, ça nous donne ce coefficient de transmission.
Déterminer la valeur moyenne des vecteurs de Poynting, puis donner l'expression des facteurs de réflexion et de transmission, cette fois-ci en énergie. Donc, le vecteur de Poynting associé à l'onde incidente, c'est celui-là. Sa valeur moyenne, en notation complexe, c'est 1 sur demi-0, le réel de ça, B conjugué. Donc, de même pour le vecteur de Poynting associé à l'onde réfléchie, et sa valeur moyenne. De même pour le vecteur de Poynting associé à l'onde transmise et sa valeur moyenne. Donc nous avons les trois valeurs moyennes. Nous avons le champ E incident, B incident étoile. Donc étoile, je mets juste le conjugué de l'exponentielle. N1 il est réel, E0 il est réel, C il est réel, donc c'est l'exponentielle moins J. Et je fais le calcul N demi 0 réel de EI vectoriel BI, donc c'est juste les exponentielles qui seront simplifiées. Voilà, les exponentielles. Et le résultat, c'est la valeur moyenne de l'onde du facteur de Poynting, elle est égale à cette valeur. Si je passe maintenant au facteur de Poynting de l'onde réfléchie, on va faire la même chose. Sauf qu'ici, il faut faire attention, c'est que R, elle est complexe. Donc, elle admet un son conjugué, c'est R étoile. E0, il est réel. Et j'ai l'exponentielle, oméga de t réel, K1 réel, Z réel. Donc, lorsque j'applique l'exponentielle, le conjugué, ça va nous donner ça. En faisant la même chose, le réel de R étoile, c'est un module, et le module, je peux le faire sortir du réel, donc ça ne reste rien, ça reste que UX vectoriel UY. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème pour faire le calcul des valeurs moyennes. Bon, au niveau de l'onde transmise, on aura un problème. Donc, voilà le champ E transmis. Je laisse le terme de côté, exponentielle, parce que l'exponentielle moins z sur delta, il est réel. B transmis de la même manière, je pousse le calcul, voilà, et j'applique le conjugué. Donc N2 est là son conjugué N2 étoile, T également, E0 il est réel, et l'exponentielle sera remplacé par moins. Tandis que le reste, exponentielle moins z sur delta, il reste réel et C est réel. Et je fais la même chose, le calcul, on simplifie, et ça va nous donner ce résultat. Donc voilà les trois valeurs moyennes des trois vecteurs de Poynting associés aux trois ondes incidentes, réfléchies et transmises. Passons maintenant aux facteurs énergétiques de réflexion et de transmission. Donc, nous avons déjà défini ça dans la partie, dans un exercice précédent, que le facteur énergétique de réflexion, c'est un rapport de puissance, une puissance réfléchie moyenne rayonnée à travers une surface D2S de l'interface sur la puissance incidente moyenne rayonnée à travers une surface élémentaire D2S du même interface, de la même interface. Donc, par définition, la valeur moyenne de la puissance réfléchie ou incidente ou transmise, c'est un produit entre la valeur moyenne du vecteur de Poynting de l'onde associée scalaire D2S, de même pour l'onde transmise, et D2S, puisque l'onde va pénétrer dans le milieu 2, donc le vecteur D2S c'est plus D2S UZ. Donc je commence par le facteur énergétique de réflexion, on remplace D2S par son expression, et je remplace le RR, la valeur moyenne du RR par son expression, et la valeur de RE par son expression. Et le produit scalaire UZ, c'est le 1, avec UZ, c'est le 1. On simplifie avec le S. On simplifie avec ce terme carrément. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le module de R au carré. Donc, le facteur énergétique de réflexion, ce n'est que le module du coefficient de réflexion au carré. Donc, or,
Le coefficient de réflexion, on a déjà montré que c'est N1 moins N2 sur N1 plus N2. Donc, je remplace grand R, je remplace petit r par son expression, ça va nous donner le module au carré. De même, le facteur énergétique de transmission, la même définition, sauf que cette fois-ci, c'est un rapport de transmise par rapport à incident. J'applique la même définition de la puissance des deux pays. Je fais le calcul, d'accord? Le même raisonnement. Je simplifie, je simplifie, je simplifie, je simplifie, ainsi de suite. Et ça nous donne le réel, d'accord? Le réel de n étoiles. Et je remplace le t par son expression. Ça nous donne le coefficient énergétique de transmission. C'est 4n1 fois le réel de n2 sur n1 plus n2 module au carré. Bon, maintenant l'application numérique. Donc, j'ai le facteur t. Donc, j'aurai besoin de n2 étoiles. Le réel de n2 étoiles. Donc, le réel de n2 étoiles, c'est le réel de 1 plus j. Hein, parce que c'est conjugué 1 plus j fois c sur delta. Et la partie réelle, c'est c sur delta oméga. Donc, le t, c'est 4n1 sur le réel sur n1 plus n2 au carré. Je remplace n2 par son expression n1. n1 c'est le 1, donc je fais le calcul. Là, il y a toujours un problème de delta. Parfois, il ne s'affiche pas. Également, ici. Là, je continue. Je pose alpha est égal à delta oméga sur c. Ça nous donne cette relation. Et voilà, on fait simplification, ça nous donne que t, c'est 4 alpha sur 2 plus alpha carré plus 2 alpha. Donc, pour les fréquences sans oméga, l'épaisseur de peau 2,5, le alpha, il est égal à cette expression, et le t, il est égal à 0,099. Pour la fréquence 500 kg, l'épaisseur de peau c'est 36 cm, alpha par calcul, ça nous donne 0,0037, et le coefficient de transmission, ça nous donne 7,37, 10-3. Donc l'énergie est donc faiblement transmise entre un signal haute fréquence et un signal basse fréquence, 500 kg avec 100 mégas. Regardez les coefficients de transmission, ça traduit la transmission de l'onde dans l'eau de mer. Donc l'onde, lorsqu'elle possède une fréquence très basse, ça va correspondre à un coefficient de transmission très très faible, donc il y a du mal à ce que l'onde puisse pénétrer dans l'eau de mer. Donc au fur et à mesure que la fréquence augmente, le coefficient de transmission il augmente, et donc l'onde elle est capable de pénétrer. Mais elle pénètre toujours à une certaine épaisseur. Donc l'objectif de l'exercice c'était de faire l'étude de cette faisabilité de l'onde. L'onde elle est dans l'air. L'onde elle est dans l'air. Ils arrivent sur l'interface d'un milieu qui est l'eau de mer. L'eau de mer avec un degré de salinité très élevé et avec une fréquence qui appartient à l'onde radio. Donc l'eau de mer va se comporter comme un métal. Et donc lorsqu'elles arrivent, c'est pas un métal parfait pour que l'onde puisse soit transmise complètement, mais c'est un métal, c'est un milieu conducteur qui possède une certaine conductivité. Donc l'onde va pénétrer dans le métal, dans l'eau de mer, mais il ne peut pas pénétrer, on va dire, il va pénétrer juste une certaine profondeur, une certaine épaisseur. On appelle ça l'épaisseur de peau. Au-delà de ça, l'onde, elle est transmise, elle est annulée. D'accord? Donc ça présente, c'est que le plus important de ça, c'est que l'eau de mer, avec un degré de salinité élevé, et vis-à-vis d'une onde électromagnétique de fréquence élevée,
il se comporte comme un conducteur, et ce conducteur-là, et il a ses caractéristiques, comme on a vu dans cet exercice. Voilà. Donc, merci pour votre attention.